Dans une petite ville, à la fin d'un hiver rigoureux, un jeune homme noir de 18 ans, orphelin, roule sur le vieux vélo de sa défunte mère. Il lutte pour survivre en travaillant comme livreur et fait tout ce qu'il faut pour avoir un endroit où dormir chaque nuit. Alors qu'il se dépêchait de terminer sa dernière livraison de la journée, il tomba sur une femme âgée, seule et perdue à un arrêt de bus. L'aider signifiait rater la livraison et peut-être perdre son seul abri, mais il n'hésita pas. Il la conduisit jusqu'à sa maison. Ce qu'il ignorait, c'est qu'elle était milliardaire et que ce qui alla se passer ensuite allait changer sa vie pour toujours. Le vent avait commencé à devenir plus froid ce soir-là, le genre de vent qui vous pince les oreilles et glisse doucement le long de votre cou, même si votre manteau est bien boutonné. Au bord d'une ville tranquille, au début de l'hiver, où le soleil plongeait tôt derrière les arbres clairsemés et où les réverbères clignotaient au rythme lent d'un pouls, le vieil arrêt de bus était abandonné à l'extrémité d'un trottoir fissuré. Les gens passaient devant comme à leur habitude, certains avec des sacs d'épicerie tirant sur leurs poignets, d'autres le regard rivé sur leur téléphone, d'autres encore se dépêchant simplement de rentrer chez eux avant que l'obscurité n'envahisse complètement la ville. Mais aucun ne la regardait. La vieille femme se tenait seule, enveloppée dans un manteau de laine beige qui avait vu de meilleures décennies, ses cheveux argentés dépassant d'une coiffure autrefois blanche, ses petites mains serrant un sac à main en cuir en lambeaux tandis qu'elle se retournait pour observer chaque voiture passant, espérant que ce serait celle qu'elle attendait. Sa bouche bougeait, murmurant quelque chose à propos de la ligne 12 ou d'une rue qui ne correspondait pas vraiment à son emplacement. À chaque instant, elle faisait un pas vers le trottoir, puis reculait, la confusion assombrissant son visage. Non loin d'elle, un jeune homme nommé André s'était arrêté pour boire dans sa gourde en métal cabossé. Il n'avait que 18 ans, le corps aminci par l'effort et la faim, vêtu d'une veste à capuche décolorée par trop d'hiver et d'une paire de chaussures qui tenaient plus par habitude que par solidité. Son vieux vélo était appuyé contre le banc derrière lui. Des chaînes rouillées, des pédales grinçantes et un porte-bagages branlant qui semblait pouvoir tomber sous le moindre choc. Il avait appartenu à sa mère et, depuis son décès, était devenu son seul moyen de subsistance, parcourant la ville pour livrer petits colis, courses et médicaments, tout ce dont les habitants avaient besoin. Le salaire était à peine suffisant pour vivre, mais André travaillait avec une urgence silencieuse. Ce soir-là, il lui restait une dernière livraison à effectuer avant que l'horloge ne sonne 20 heures. Si celle-ci était accomplie, il aurait juste assez pour payer son loyer de la semaine. Sinon, le propriétaire avait clairement prévenu que la clé ne tournerait plus dans la serrure le lendemain matin. André resserra la sangle de son sac de livraison sur sa poitrine, prêt à partir, quand ses yeux furent attirés par le mouvement de la vieille femme près de l'arrêt. Quelque chose dans son immobilité le frappa. Non pas une attente ordinaire, mais une profonde désorientation. Elle se retourna de nouveau, regarda autour d'elle, puis baissa les yeux vers ses pieds, comme si ceux-ci lui étaient devenus étrangers. Elle murmura, fit un demi-pas en avant, puis s'arrêta. André hésita, sentant la pression du temps résonner dans sa poitrine. Chaque minute comptait désormais. La différence entre la chaleur d'une chambre et la nuit dans la rue se jouait sur cette seule livraison. Mais le vent transporta sa voix jusqu'à lui, faible, tremblante, mais chargée de peur. Willow Lane, ou peut-être le jardin, le bus 12, ces mots tombaient comme des feuilles emportées par le vent, et personne d'autre ne semblait les entendre. Sans vraiment savoir pourquoi, André s'approcha et posa son vélo à côté d'elle. « Excusez-moi, madame, est-ce que ça va ?» dit-il doucement, ne voulant pas la surprendre. Elle cligna des yeux vers lui, comme si elle venait de se souvenir de quelque chose.
J'essayais de rentrer chez moi, dit-elle d'une voix légère et flottante. Mais j'ai raté le bus, ou peut-être qu'il m'a manqué. Son rire fragile et brisé ressemblait à du verre prêt à se fêler. André hocha lentement la tête. « Où habitez-vous ? Je pourrais peut-être vous y conduire. » Elle baissa les yeux vers son sac à main, puis il la fouilla sans but. Un mouchoir en sortit, un rouge à lèvres sans bouchon, des pièces, des boutons, une correspondance de bus d'il y a 2 jours, mais pas d'adresse. Le cœur d'André se serra un peu. Puis quelque chose attira son attention. Une délicate chaîne en argent autour de son cou et au bout un petit pendentif ovale posé contre son manteau. Il se pencha plus près, plissant les yeux. Là, gravé en cursive élégante au dos du charme, était inscrit « Evelyn Rose, 48 Oak Hill Drive, Northside ». Son souffle se coupa. Oak Hill. Il connaissait le quartier, bien au-delà de la périphérie de la ville, à près de 2 heures de vélo, et surtout en montée. L'espace d'un instant, André pensa à nouveau à l'horloge. Il raterait la livraison. Il perdrait sa chambre. Il dormirait dehors. Il faisait froid ce soir, mais en plongeant son regard dans celui d'Evelyn, doux et voilé par l'âge, et en voyant la confiance enfantine se former simplement parce qu'il s'était arrêté pour poser la question, il comprit qu'il ne pouvait pas s'en aller. Certains choix ont plus de poids que d'autres, même s'ils n'ont pas de sens sur le papier. Il força un sourire. « C'est un peu loin, mais je pense qu'on peut y arriver », dit-il doucement en l'aidant à monter sur le porte-bagages arrière de son vélo. Il noua son écharpe de rechange autour de la selle et enroula sa veste autour de ses épaules. « Tiens-toi bien. »« Très bien, on y va doucement. » Elle rit, étourdie mais reconnaissante, et dit « Tu me rappelles quelqu'un. Mon petit-fils portait des chaussures comme celle-là. » Toujours éraflé, toujours fier, André ne la corrigea pas. Il hocha simplement la tête et commença à pédaler lentement au début, puis plus régulièrement à mesure qu'ils laissaient derrière eux les lumières de la ville. Le ciel devint lavande, puis gris, puis encore plus sombre. La route était en pente, courbée et s'étendait à l'infini, mais André continuait d'avancer, chaque tour résonnant d'un sentiment de détermination. Derrière lui, Evelyn fredonnait un air, parfois s'éteignant, parfois s'arrêtant pour demander où ils étaient, puis oubliant la réponse quelques minutes plus tard. Il répondait à chaque fois comme si c'était nouveau. « Nous nous rapprochons. Ne vous inquiétez pas, c'est juste au-delà de la prochaine colline. » Le vent se fit plus violent et les lampadaires plus rares, mais il garda les yeux fixés vers l'avant. Ils traversèrent des champs endormis sous le gel, franchirent des ponts éclairés uniquement par le clair de lune et s'arrêtèrent une fois pour permettre à Evelyn de reprendre son souffle. Il lui acheta une tasse de thé chaud dans une station-service en bord de route avec le dernier dollar en poche et elle insista pour qu'il prenne la première gorgée. « Tu en as encore plus besoin ?» dit-elle avec une sévérité tendre qui lui rappela sa mère. Lorsque la porte du 48 Oak Hill apparut enfin, blanchie à la chaux avec de la peinture écaillée et du lierre, s'enroulant autour des barreaux de fer, il était presque 21h30. Les jambes d'André lui faisaient mal. Ses mains étaient engourdies, mais il expira de soulagement. Il frappa une fois, puis une autre, et quelques instants plus tard, un homme âgé, en robe de chambre, ouvrit la porte. Son expression passa de la panique à l'incrédulité en voyant la femme derrière André. « Mademoiselle Eland, oh mon Dieu, où étais-tu? Nous avons appelé les hôpitaux. » Evelyn regarda autour d'elle, puis cligna à nouveau des yeux. « Je suis allée me promener ou faire un tour à cheval, je suppose. » Elle sourit à André. L'homme le remercia chaleureusement, la voix tremblante. « Entrez, réchauffez-vous et mangez quelque chose. Laissez-nous vous ramener. » Mais André secoua la tête, fatigué mais content. « Pas besoin. Je devrais rentrer avant qu'il ne fasse plus froid. » Il griffonna son numéro sur un reçu déchiré
et le lui remit au cas où elle aurait à nouveau besoin d'aide. Et sur ce, il remonta sur son vélo et partit dans l'obscurité, ignorant que sa chambre serait fermée à clé et son lit remplacé par un sol de placard de rangement, mais ignorant également que quelque chose de bien plus significatif venait de commencer. Au moment où André atteignit à nouveau la sortie de la ville, les lampadaires s'étaient éteints et la chaleur du thé de la station-service avait depuis longtemps disparu de ses mains. Ses articulations étaient raides et chaque bosse de la route résonnait à travers le guidon et dans ses os, mais il ne se plaignait pas. Le trajet de retour fut plus calme, plus solitaire en quelque sorte, sans la douce voix derrière lui, ni le petit poids familier de quelqu'un qui lui faisait confiance pour continuer à pédaler. Le vent s'était alors levé, sifflant à travers les arbres nus et apportant avec lui le premier sentiment d'un hiver profond, de la fumée de bois, du métal froid et quelque chose d'amer qui semblait toujours flotter dans l'air après 21 heures. André parcourut le dernier pâté de maisons jusqu'à sa pension, une maison étroite à 2 étages avec de la peinture écaillée et une lumière de porche qui ne fonctionnait jamais. Il gara son vélo tranquillement, monta les marches et fouilla dans sa poche pour trouver la clé, mais ne trouva qu'un espace vide. Au début, il pensa qu'il s'était simplement trompé, mais après avoir vérifié chaque coin, chaque poche, chaque couture de sa veste et de son jean, cela devint douloureusement clair. La clé avait disparu. Il frappa doucement à la porte, espérant que le propriétaire était peut-être encore éveillé, mais aucune lumière ne s'alluma. Il frappa à nouveau, puis plus fort. Rien. Quand il essaya la poignée de la porte, elle ne bougea pas. Puis, comme pour confirmer l'inévitable, il baissa les yeux et vit le petit paquet de ses affaires. Sa chemise de rechange, une serviette, un chargeur de téléphone fissuré fourré dans un sac d'épicerie en plastique et laissé à côté de la porte comme le courrier d'hier. Une note était collée sur la porte. 3 mots écrits au marqueur noir épais. Passer faire des écluses. Son souffle se bloqua dans sa gorge. Il resta là pendant une longue minute, son vélo à ses côtés, ne sachant pas s'il devait jurer ou pleurer. Il ne fit ni l'un ni l'autre. Au lieu de cela, André se retourna vers le centre-ville. Ses jambes lui faisaient mal à cause du trajet aller-retour jusqu'à Oak Hill, mais il ne les laissait pas se reposer. Il pédalait lentement, sachant qu'il n'y avait plus nulle part où aller, mais il avait besoin de bouger quand même, car le froid s'installait maintenant dans sa poitrine, et l'immobilité ne ferait qu'empirer les choses. Il était presque minuit lorsqu'il passa devant la ruelle du Johnson's Market, un petit magasin du coin où il aidait parfois à réapprovisionner les rayons en échange de pain rassis et de quelques dollars ici et là. Le propriétaire, M. Johnson, était gentil comme le sont souvent les hommes plus âgés envers les enfants qu'ils voient se débattre sans demander d'aide. Bourreau, mais jamais cruel. André gara son vélo derrière la benne à ordures, frappa une fois à la porte latérale et attendit. Une lumière vacillait à l'intérieur. Quelques secondes plus tard, la porte s'ouvrit en grinçant et M. Johnson se tenait là, vêtu d'une lourde robe et tenant une tasse fumante de quelque chose de fort. Il jeta un coup d'œil à André, tremblant et les yeux creux, et soupira par le nez. « Tu n'as pas payé ton loyer, hein ?» André secoua la tête. M. Johnson leva les yeux vers le ciel, comme s'il attendait l'intervention d'une autorité supérieure, puis s'écarta. « Eh bien, le débarras est sec et il y a un lit bébé dans le coin. Ne touchez pas aux caisses de vin et ne mourrez pas de froid sur moi. » André hocha la tête, murmura « Merci » et entra. Le débarras sentait le carton et les agrumes, et la seule chaleur provenait d'un vieux radiateur qui gémissait comme s'il avait une rancune. Cela ne dérangeait pas André. Il tira la couverture du lit autour de ses épaules et se laissa s'effondrer sur le mince matelas, les membres lourds, la poitrine douloureuse,
mais le cœur étrangement calme. Pour la première fois depuis des semaines, il n'avait pas peur de fermer les yeux. Quelque chose dans le voyage, dans la main d'Evelyne sur son épaule et son rire dans le noir, avait rendu le monde un peu moins irrégulier. Il s'endormit, pensant non pas à la porte verrouillée derrière lui, mais au pendentif en argent, au doux bourdonnement des roues tournant sur le gravier et à une voix qui avait dit « Tu me rappelles quelqu'un que j'aime ?» Dehors, le vent hurlait contre les murs du magasin, mais à l'intérieur, André dormait profondément, ignorant qu'à des kilomètres de là, une femme était assise à la fenêtre de sa cuisine, maintenant complètement réveillée. Sur ses genoux se trouvait le même manteau qu'elle avait porté cette nuit-là, et dans sa main, un reçu déchiré avec un numéro de téléphone écrit à l'encre bleue irrégulière. Evelyne Rose, qui n'était plus perdue dans le brouillard, fixa le papier et murmura son nom comme une prière, la première chose chaleureuse qu'elle prononçait dans la maison silencieuse depuis des années. Le matin arriva dans un silence pâle et hésitant, comme si le ciel lui-même ne savait pas s'il devait se réveiller. Une douce lumière grise traversait l'arrière-salle du marché Johnson, filtrant à travers la petite fenêtre poussiéreuse et se posant sur la forme silencieuse d'André, toujours recroquevillé sous la fine couverture. Le froid s'accrochait au mur, se glissait à travers les fissures du vieux cadre et s'enroulait autour de ses os. Mais il ne bougea pas encore. Son corps lui faisait mal d'une manière particulière qui suit une longue nuit sur un lit dur, mais plus profond encore était le poids qui habitait sa poitrine, le genre qui ne venait pas d'un effort physique, mais de trop nombreux jours passés à équilibrer sa survie sur un fil. Quand il se leva finalement, ce fut sans se plaindre. Il plia la couverture avec soin, la plaça contre le mur et se dirigea tranquillement vers l'avant du magasin, les semelles en caoutchouc de ses chaussures silencieuses sur le sol en linoléum. M. Johnson était déjà là, comme toujours, ouvrant la voie avec la routine stoïque d'un homme qui avait appris depuis longtemps que la cohérence était une sorte de foi en soi. Il grogna en voyant André, puis lui poussa une banane et une tasse de café à moitié chaude. Pas de mots, juste une reconnaissance silencieuse, le genre qui signifiait plus qu'une conversation. André prit la banane avec un remerciement silencieux, l'appela lentement et se tint, près de la fenêtre, regardant la ville s'animer. De la vapeur s'élevaient des capots des voitures garées. Les enfants se traînaient sur les trottoirs, serrant leurs sacs à dos, et quelque part au loin, un chien aboya une fois, puis se tut. C'était juste un autre jour, un autre matin qui ressemblait à tous les précédents jusqu'à ce que la voiture noire s'arrête. C'était le genre de voiture qui n'avait pas sa place dans ces rues, trop polie, trop silencieuse, glissant sur le trottoir comme si elle répondait à une convocation. L'homme qui sortit était grand et mince, son manteau trop fin pour une ville comme celle-ci, ses chaussures intactes, sa posture délibérée. Il jeta un coup d'œil à un bout de papier dans sa main, puis regarda directement à travers la vitrine du magasin, ses yeux se posant sur André comme s'il avait toujours su où le trouver. Lorsque la cloche au-dessus de la porte sonna et que l'homme entra, la pièce sembla se rétrécir autour de lui. « Excusez-moi », dit-il d'une voix douce, mais avec un poids en dessous. « Je recherche quelqu'un qui s'appelle André. » André se détourna de la fenêtre, figé pendant un instant. « C'est moi », dit-il prudemment. L'expression de l'homme s'adoucit de soulagement. « C'est mademoiselle Evelyne Rose qui m'a envoyé, » dit-il. « Elle m'a demandé de te retrouver. Elle se souvient de tout et veut te remercier. Elle a insisté. » M. Johnson s'arrêta au milieu de son café, mais ne dit rien. André regarda l'homme, puis le reçut dans sa main, sa propre écriture, le numéro qu'il avait fait défiler avant de partir dans l'obscurité. Ce n'était pas prévu pour autre chose qu'une bouée de sauvetage. Il ne s'attendait pas à ce qu'il soit utilisé. Charles, en se présentant, tenait la porte ouverte et faisait un geste vers la voiture.
Elle attend, si tu veux bien. André hésita. Quelque chose vacillait derrière ses yeux. L'idée de retourner dans cette maison, d'entrer dans un monde qui ne lui appartenait pas, lui donnait l'impression de se tenir pieds nus au bord d'un sol de salle de bal polie. Il n'était qu'un livreur sans endroit où dormir, sans famille, sans ligne d'arrivée. Il avait fait ce qui était juste, c'était tout. Je voulais juste m'assurer qu'elle rentre à la maison en toute sécurité, dit-il doucement mais fermement. C'est tout ce que c'était. Charles le regarda un instant, ni offensé ni insistant. Et tu l'as fait, répondit-il. Mais elle croit que tu lui as donné plus que des instructions. Elle a dit que tu lui as redonné le sens d'elle-même. Elle aimerait beaucoup te le dire en personne. André regarda M. Johnson, qui haussa les épaules avec la même indifférence qu'il utilisait pour masquer son inquiétude. « Vas-y, dit-il, votre C sera là, si tu en as besoin. » Avec un souffle qui semblait trop grand pour sa poitrine, André hocha la tête et suivit Charles dehors. Le trajet jusqu'à Oak Hill était surréaliste à la lumière du jour. Les arbres qui avaient surgi comme des ombres la nuit précédente se dressaient maintenant grands et immobiles, sentinelles d'un sentier forestier secret. Les virages semblaient plus courts, les collines moins raides. Mais André se souvenait encore de chacun d'eux, de chaque pierre et de chaque pente gravée dans la mémoire de ses jambes. Lorsqu'ils arrivèrent à la grande maison blanche, celle-ci ne ressemblait plus à un monument, mais à un souvenir familier, adouci par l'heure. Charles le conduisit par l'entrée latérale, dans une pièce remplie de soleil, de vieux livres et de chaleur tranquille. Là, assise près de la fenêtre, se trouvait Evelyne, non pas la femme errante et étourdie de la nuit précédente, mais quelqu'un de complètement différent. Ses yeux étaient perçants, ses cheveux soigneusement coiffés. Et quand elle vit André, son sourire éclaira son visage comme un deuil sur les montagnes. « Toi, » souffla-t-elle, sa voix tremblant juste assez pour montrer sa vérité. « Tu m'as ramenée à la maison. » Elle tendit la main vers ses mains. Sa prise était douce mais insistante. « Je me souviens de tout, de chaque rue, de chaque mot. Tu ne m'as pas traitée comme une étrangère. Tu m'as fait sentir en sécurité. » André baissa la tête, ne sachant pas quoi dire, les éloges lui semblant trop grands pour le simple acte qu'il avait accompli. Mais Evelyne n'avait pas fini. Elle se pencha en avant, ses yeux cherchant les siens. « Je ne connais pas ton histoire, » dit-elle, « mais j'aimerais bien, et si tu n'as pas d'endroit où aller, je serais honorée de t'en proposer un ici. Pas seulement pour ce soir, pour plus longtemps si tu me le permets, cette maison a trop de pièces et pas assez de gentillesse. Tu changerais ça ?» André cligna des yeux, pris de court par l'offre. C'était généreux, plus que généreux, et pourtant quelque chose en lui résistait. Il recula d'un pas, d'une voix basse mais assurée. « C'est vraiment gentil de ta part, mais je n'ai pas fait ça pour obtenir quoi que ce soit. Je voulais juste que tu sois en sécurité, c'est tout. » Les yeux d'Evelyne ne vacillèrent pas. « Et c'est précisément pour cela, » dit-elle doucement, « que je veux que tu restes. » Il ne répondit pas tout de suite. Le silence entre eux s'éternisa, doux mais incertain, empli d'un sentiment qu'aucun d'eux ne parvenait à nommer. Et même si André retournait au marché ce soir-là, dormait de nouveau dans le débarras et se réveillait avec le même froid, quelque chose avait changé. Il avait été vu, non pour ce qui lui manquait, mais pour ce qu'il portait en lui. La lumière calme et constante de quelqu'un qui se montrait même quand personne ne regardait. Et loin de cette pièce ensoleillée, Evelyne était assise, le cœur moins seul, se préparant déjà pour le lendemain, où elle offrirait à nouveau, non par charité mais par reconnaissance, car parfois la famille n'est pas celle avec qui on est, mais celle avec qui on choisit de rentrer à la maison dans l'obscurité. Le lendemain matin, le ciel était plus doux, brossé de fines traînées d'or pâle qui perçaient timidement à travers le rideau de nuages délavés, comme si le soleil lui-même hésitait à perturber le calme du jour. Dans l'arrière-boutique du supermarché Johnson,
André s'était levé tôt comme toujours, balayant le sol et rangeant les caisses en piles ordonnées et silencieuses, l'esprit trop occupé par la visite d'Evelyne la veille pour se concentrer sur le rythme du travail. Il avait rejoué ses paroles toute la nuit, chaque syllabe persistant comme la dernière note d'un hymne qui refusait de s'éteindre. Sa présence n'avait pas submergé la pièce, elle l'avait réchauffée. Et pourtant, André n'avait su que faire d'un tel cadeau. Il n'avait jamais rien reçu d'aussi gratuit, d'aussi tendre, et certainement pas de quelqu'un qui le regardait sans jugement, seulement avec espoir. Alors qu'il déposait une boîte de pêche en conserve, la sonnette retentit, non pas avec le fracas impatient habituel d'un client régulier, mais avec un tintement doux et mesuré qui lui semblait familier. Il leva les yeux de derrière le comptoir et elle était de nouveau là. Evelyne Rose, cette fois sans chauffeur, sans manteau de cérémonie, juste un châle en laine. Un petit sac en cuir était soigneusement enroulé autour de ses épaules. Un petit sac à main en cuir glissait au creux de son bras. Son expression était bienveillante, ses yeux scrutant déjà la pièce à sa recherche, comme si elle savait exactement où il se trouverait. André se redressa instinctivement, ses mains essuyant inconsciemment son jean en s'avançant. Elle sourit et s'avança vers lui. Non pas avec l'autorité de quelqu'un habitué à régner sur l'espace, mais avec la douceur de quelqu'un qui a décidé de le partager. « J'espère que ça ne te dérange pas que je revienne, » dit-elle doucement, sa voix plus chaude que la lumière du matin. « J'ai pensé à toi toute la nuit. » Elle marqua une pause, puis ajouta « Je suppose que ça paraît étrange, mais je le dis gentiment. » André hocha la tête, ne se fiant pas encore à sa voix. Elle parcourut le magasin du regard, puis se pencha un peu plus près, comme si ce qu'elle allait dire n'appartenait qu'à l'air entre eux. « J'habite cette grande maison depuis très longtemps, » commença-t-elle, « et elle n'a jamais été aussi calme que ce matin, même après la mort de mon mari, même après la mort de mon petit-fils. » Elle s'arrêta. Je m'arrêtai, puis je pris une inspiration. Tu me fais penser à lui, tu sais, sa gentillesse, son regard, sa façon d'écouter plus qu'il ne parlait. Et quand tu m'as aidé cette nuit-là sans rien demander, sans rien attendre, quelque chose en moi s'est réveillé, quelque chose qui dormait depuis des années. Et Asie baissa les yeux, le bout des doigts légèrement recourbé contre le bord du comptoir. Evelyne fouilla dans son sac et en sortit un morceau de papier plié, écrit à la main, des lignes d'encre légèrement tremblantes sur du papier épais. « Ceci n'est pas un contrat, » dit-elle. « Ce n'est ni un accord, ni un arrangement. C'est simplement une invitation. J'ai une maison avec trop de pièces et trop peu de raisons de les garder fermées. J'aimerais que tu restes jusqu'à ce que tu trouves tes marques. Aucune condition, seulement du soutien. » Undri ouvrit lentement la note. C'était une offre de séjour au domaine, une modeste allocation mensuelle et, écrite en dessous dans une écriture plus douce, une promesse. On trouvera un moyen pour que tu retournes à l'école si tu le souhaites toujours. Il resta silencieux un long moment. Le monde à l'extérieur de la fenêtre s'agitait comme dans du sirop. Les voitures passaient lentement. Les feuilles tournoyaient au vent et la ville vaquait à ses occupations, ignorant qu'à l'intérieur de cette petite boutique, quelque chose d'important se tramait tranquillement. Finalement, André leva les yeux et croisa son regard, non pas avec peur, mais avec une expression plus sereine. « J'aimerais bien, » dit-il. « J'aimerais venir. » Et il le fit. Cet après-midi-là, Charles passa en voiture, non par cérémonie, mais parce qu'Evelyne insistait pour qu'André ne remonte plus la longue colline à vélo. Il rangea ses quelques affaires dans un sac à dos, dit au revoir à M. Johnson, qui se contenta d'un hochement de tête, de lui tendre un sac en papier rempli de sandwichs et de murmurer « Il était temps !» Puis il grimpa à l'arrière d'un véhicule qui sentait vaguement le pain et le potentiel. La vie au domaine n'était pas extravagante, elle était paisible. André disposa d'une chambre ensoleillée avec vue.
le jardin un emploi du temps qui lui permettait de se reposer, de lire et, dans le mois qui suivit, il retourna à l'école grâce à une bourse d'études qu'Evelyn avait discrètement créée en son nom. Elle n'exhiba jamais son histoire, ne le traita jamais comme un projet personnel. Au contraire, elle l'accueillit au rythme de ses journées, promenades matinales dans la serre, longues discussions autour d'un thé et week-ends remplis d'idées sur ce qu'ils pourraient faire du temps et des ressources qu'ils partagèrent désormais. Ensemble, ils créèrent ce dont Evelyn avait rêvé, mais qu'elle n'avait jamais construit seule. Une petite fondation financée par ses biens, baptisée le Willow Light Fund, en hommage à la rue dont elle ne se souvenait plus et à la gentillesse qu'elle n'oublierait jamais. Sa mission était simple, soutenir les jeunes avec du potentiel mais sans avenir, accueillir les personnes âgées passées entre les mailles du filet et rappeler à tous ceux qui l'écoutaient que la dignité et l'attention n'étaient pas un luxe, c'étaient des droits acquis. André participa à la conception des premiers programmes. Il rencontra des conseillers, travailla à temps partiel au centre communautaire rénové par la Fondation et, de temps en temps, il se rendait encore en ville à vélo, non pas par obligation, mais parce que cela lui rappelait son passé, ce qui avait commencé et ce qu'un simple acte de grâce pouvait donner lorsqu'il était offert sans attente. Et chaque fois qu'il passait devant le vieil arrêt de bus où tout avait commencé, il ralentissait un peu, inclinait la tête vers le ciel et souriait, parce que parfois, on ne trouve pas la maison, c'est elle qui nous trouve. Et parfois, il suffit de s'arrêter, de voir quelqu'un clairement et d'aller un peu plus loin que prévu pour changer le cours d'une vie. Rejoignez-nous pour partager des histoires enrichissantes en cliquant sur « J'aime » et en vous abonnant. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour commencer votre journée avec des leçons profondes et une empathie sincère.